Bonjour Hubert Huertas, Hélène Salvi. Bonjour. Pour le 47e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Un numéro spécial cette semaine avec un débat au sommaire, les primaires, formule magique ou machine infernale. Nos invités, Jean-Marc Germain, vous êtes député socialiste et vous avez co-organisé les primaires socialistes de 2011. Et Thierry Solère, bonjour. Vous êtes député UMP et vous co-organisez la primaire UMP qui devrait avoir lieu, qui aura lieu en 2016. 40 minutes d'échange autour de 4 thèmes, les points communs et les différences entre la primaire socialiste et la primaire UMP telle qu'elle se présente. Est-ce que les primaires sont une nouvelle légitimité ou bien est-ce qu'elles contestent l'ancienne légitimité? Est-ce qu'elles sont un progrès démocratique ou bien est-ce qu'elles sont le signe de l'affaiblissement d'une absence de leadership à l'intérieur des partis politiques? Et puis enfin, question fondamentale, question à je ne sais combien d'euros, est-ce que les primaires renforcent ou bien est-ce qu'elles condamnent la Ve République? Alors on commence tout de suite avec les ressemblances et les différences. Question d'Hélène Salvi. Alors, à l'époque de la primaire socialiste de 2011, l'UMP avait poussé des cris d'orfraie en critiquant beaucoup le dispositif. Or, quelques années après, vous vous en êtes beaucoup inspiré pour créer le propre cadre de votre propre primaire. Est-ce que vous avez tiré des leçons positives, on imagine, de la primaire PS, mais est-ce que vous en avez aussi tiré des leçons négatives? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu reproduire en travaillant sur votre propre primaire? D'abord, la primaire, c'est pas dans la culture de la droite, peut-être encore moins que dans la culture de la gauche française. La droite française, elle est essentiellement, enfin, il y a plein de droites françaises, mais il y a une grande partie de la droite française qui a une tradition bonapartiste. Au fond, c'est la tradition de l'homme providentiel. Un homme se lève, il a un diagnostic, il a des propositions, il prend des engagements devant les Français, et puis les gens le suivent. C'est ça la tradition. La primaire, par nature, donc, c'est pas du tout notre culture. À gauche, me semble-t-il, mais Jean-Marc Germain vous dira ça mieux que moi, c'est plus la culture de synthèse, de motion, d'un débat collectif, et au fond, les débats de personnes, on les met apparemment, en tout cas, un peu en second plan. Voilà. Alors, pourquoi on fait cette primaire aujourd'hui? Pour deux raisons, me semble-t-il. La première, évidente, c'est que la droite, elle a souvent été divisée à l'élection présidentielle. On a l'impression que ce n'est pas le cas, mais moi, je peux rappeler, à beaucoup d'élections présidentielles, on avait deux candidats de droite, ou un candidat de la droite et du centre. C'était Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, c'était Édouard Balladur, Jacques Chirac. Aujourd'hui, on voit bien que la défiance, la montée des populistes, la montée de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, ça fait déjà 13 ans qu'il était au second tour de l'élection présidentielle. Nous, la grande famille de la droite et du centre, on ne peut pas, en 2017, avoir deux candidats à l'élection présidentielle. Si on a deux candidats à l'élection présidentielle, on prend bien sûr le risque de ne pas d'être présent au second tour. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, hein, la primaire. Pour gagner, les Français, ce n'est pas la primaire qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est que la droite, elle porte les bonnes solutions. Pas qu'on joue sur une alternance naturelle, presque automatique au fond. Parce que la gauche aurait échoué de 2012 à 2017, la droite gagnerait. Comme souvent, on a le sentiment, nous, je sais que vous n'avez pas apprécié ça, que François Hollande a surtout été élu parce que les Français voulaient le changement après le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et donc, on s'est converti à ça pour cette raison-là. Beaucoup, au fond, à droite, continuent à ne pas aimer ce principe-là. Parce qu'ils considèrent que, mais non, ça a plein de défauts, la primaire. Mais on peut aligner, on va en parler, tous les défauts. Le principal intéressé, Nicolas Sarkozy. Hein. Alors, Nicolas Sarkozy, on lui a souvent fait le procès de ne pas vouloir la primaire et tout. Moi, je vous dis, ceux qui s'inquiètent que Nicolas Sarkozy ne voulait pas la primaire, ferait mieux de s'inquiéter qu'il compte bien la gagner. Nicolas Sarkozy, il a l'ADN, dans son ADN, il a la compétition. Donc, au fond, j'ai jamais cru, moi, qu'il s'opposerait à ça. Mais c'est collectivement. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de parlementaires anciens. On a vu aussi les écueils de la primaire de la gauche. Ensuite, dans la gouvernance actuelle, là, dans le quinquennat de Mais justement, c'est quoi ces écueils? Parce qu'il y a eu quand même un procès en efficacité. C'est-à-dire que François Hollande a été élu à la primaire. Derrière, il a été élu à la présidence de la République. Ça, vous l'avez tous noté. C'est quoi les défauts que vous trouvez à cet exercice-là? Les deux avantages. Un, ça règle le problème de leadership, il n'y a plus qu'un candidat à la fin. Deux, ça crée une formidable dynamique dans la période pré-élection présidentielle. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, si vous avez plein de candidats, vous avez l'inconvénient principal que des gens soient candidats
pas tant pour incarner une vraie ligne ou pour avoir une chance de l'emporter, cette primaire, mais plus pour exister. Et après, au fond, ça segmente le courant de la majorité en différentes personnalités qui chacune se sent très importante, très indispensable, et ça participe, on en parlera tout à l'heure, dans le fonctionnement de nos institutions, de enlever une part d'autorité, au fond, au président de la République. Jean-Marc Germain, alors même question que posait Hélène Salvi, puisque vous voyez l'organisation de la primaire UMP qui est en train de se préparer, quelle différence avec la vôtre? Est-ce que vous avez été complètement imité ou bien est-ce que vous voyez des choses que vous n'auriez pas faites? D'abord, moi, ce qui me frappe, c'est les ressemblances qui sont très très fortes. On pourra y revenir dans le détail, mais à la fois l'objectif d'une mobilisation massive. Nous avons eu 2 900 000 participants à notre primaire, ce qui était un magnifique succès. Vous savez, on tablait sur 1 million et ça a été une mobilisation. Et je crois que l'UMP a bien fait de s'inspirer de ce que nous avons réussi. Nous avons essuyé les pots cassés, mais tout s'est en fait très bien passé, à la fois sur l'organisation des bureaux de vote. Par exemple, ce qui est très important, c'est que les gens au maximum puissent aller dans leur bureau de vote habituel plutôt que aux partis et dans leurs partis respectifs. Ce mouvement massif, le fait aussi qu'il y ait un certain soutien qui soit exigé pour pouvoir être candidat, pour qu'il y ait un nombre raisonnable de candidats. On a à peu près les mêmes ordres de grandeur, c'est un peu plus serré sur l'UMP, mais en réalité, il y aura peut-être un petit peu plus de candidats ou à peu près le même nombre. Donc la ressemblance est vraiment frappante et au fond, de même qu'on partage la République avec la droite, qu'on partage l'organisation de ce type de processus démocratique, c'est assez essentiel. Il y a un point sur lequel je voudrais insister et puis entendre peut-être Thierry Solère sur ce point, parce qu'il n'a pas été évoqué, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, c'est la question comment on articule le rôle d'un parti politique et celui des primaires. Parce que ce qui a été essentiel pour Martine Aubry, c'est qu'en amont des primaires, elle a beaucoup insisté là-dessus, on fasse notre projet socialiste pour l'élection présidentielle, au moins le cœur de ce qui doit nous rassembler. Et donc, on a précédé par un grand mouvement aussi de mobilisation des intellectuels, de la société civile, et on a construit un projet. Et ensuite, les primaires s'est fait sur des sensibilités qu'apportaient les différents candidats par rapport à ce projet-là, mais ce n'était pas 7 candidats avec 7 projets différents, et ça nous semblait essentiel, y compris pour pouvoir après réussir le rassemblement, parce que si vous avez des lignes politique complètement orthogonale pendant une élection primaire, c'est très difficile de se rassembler. Écoutez, là vous anticipez sur ce qui devait être la 3e partie et qui va être la 2e partie, du coup allons-y tout de suite. Au fond, c'est la question de la légitimité. Le candidat va avoir une légitimité, mais que reste-t-il de la légitimité de celui qui peut continuer à être le président ou le secrétaire général du parti, et puis la légitimité même du programme du parti. Donc là-dessus, vous avez le sentiment que l'UMP n'a pas réglé le problème ? J'ai entendu Thierry Solère qui disait, parce que l'UMP a prévu dans sa primaire, que ce soit ensuite le candidat vainqueur de l'élection primaire qui choisisse le chef du parti, et en disant il y a eu un problème entre Martine Aubry et François Hollande. Ça n'a pas du tout été le cas. Et si on a gagné l'élection présidentielle, c'est parce que ce rassemblement a pu se faire. C'est parce que Martine Aubry, avec ce qu'elle avait porté, avec la sensibilité qu'elle a, vous vous souvenez de cette image sur le perron de Solferino de Martine Aubry et de François Hollande, a fait qu'elle a entraîné le peuple de gauche derrière elle, tous ceux qui préférait plutôt sa sensibilité, les 45% qui l'avaient suivi, derrière François Hollande. Les propositions se sont retrouvées dans les 60 engagements de François Hollande, et au fond, c'est parce qu'on a réussi cette synthèse heureuse qu'on a pu remporter l'élection présidentielle. Et ça, c'était prévu dans l'organisation de nos primaires. On avait une charte de l'organisation des primaires qui prévoyait dès le début, dans les moindres détails, comment le rassemblement se ferait, y compris par exemple par un grand moment, un grand meeting de rassemblement qui était co-organisé par nous-mêmes, les équipes de François Hollande. Et donc on a pu réussir ça, et c'est extrêmement important. Et je ne suis pas sûr que le fait que Martine Aubry ne soit plus à la tête du Parti socialiste aurait permis d'arranger les choses. D'autant que, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça, c'est pas su publiquement, c'est peut-être... Si on en avait parlé, j'aurais pu vous conseiller là-dessus. Mais c'est qu'en réalité, François Hollande et Martine Aubry, à partir du moment où François Hollande était
notre candidat à la présidentielle, ont décidé ensemble, les alliances électorales, notamment avec les écologistes, qui ont fait couler beaucoup d'encre, et la poursuite du processus, comme on passe du projet des socialistes aux engagements présidentiels. Et ça s'est fait de manière très bonne et très forte. Alors, je crois justement que vous avez pris la décision que le vainqueur de la primaire désigne qui dirigera le parti pendant la période de la campagne, précisément pas pour le grand rassemblement de la campagne présidentielle, mais pour ce qui se passe après, c'est-à-dire les législatives. Au fond, un parti politique, ça produit deux choses, me semble-t-il. Des idées et puis des candidats. À beaucoup d'élections, les investitures pour les législatives. Là maintenant, donc on engage des primaires et c'est l'électorat qui va être sollicité pour se mobiliser pour choisir le candidat à l'élection présidentielle. Nous, ce qu'on a voulu faire, et c'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy au bureau politique, c'est qu'au fond, au lendemain de la primaire, on n'ait pas le sentiment, j'entends ce que dit Jean-Marc Germain dans la manière dont ça s'est passé, et nous on a parfois la perception, même certains députés socialistes me l'ont dit, que ça a quand même été très tendu. C'est vrai que ça crée des grosses tensions, la compétition en politique. Nous ne cachons pas les choses. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est que ça soit celui qui gagne la primaire qui ait la responsabilité au fond du rassemblement. C'est toujours celui qui est fort, c'est toujours celui qui a gagné qui doit rassembler. Et au fond, qu'il ne subisse pas une équipe dirigeante à l'UMP qui ne participerait pas de ce rassemblement. Au fond, demain, si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, si Alain Juppé, si Bruno Le Maire gagne la primaire, c'est à Alain Juppé, c'est à Bruno Le Maire de proposer au bureau politique ce rassemblement-là. Ça ne sera jamais en nommant son plus proche, par nature. C'est toujours au contraire en ouvrant, en essayant de rassembler. Quand vous êtes, ce qui était le cas entre François Hollande et Martine Aubry, dans un affrontement d'idées et de personnes au second tour d'une primaire, au lendemain, bien sûr les deux personnes se voient, bien sûr elles doivent travailler ensemble. Mais c'est la responsabilité de celui qui a gagné la primaire de le faire. Nous, on y a veillé scrupuleusement. On ne veut pas avoir un système entre la primaire et la présidentielle à deux têtes, un candidat, parce qu'il a gagné la primaire, qui part faire sa campagne, et puis un parti, alors que des plaies se sont fait jour, parce que la primaire, ça crée bien sûr de la compétition, et donc des plaies. Un parti politique qui, lui, n'est pas dans la même direction complètement, qui est amer, qui profite des investitures pour contrecarrer éventuellement législative, contrecarrer la personne qui a gagné la primaire. Voilà. Je pense que l'unité, elle doit se faire au lendemain, et c'est toujours à celui qui est fort de la gérer. Vous imaginez la situation si Nicolas Sarkozy n'était pas désigné par cette primaire? Vous l'imaginez devenant le servant de Alain Juppé, le numéro 2, le numéro 3, il a été président de la République. En fait, est-ce que cette disposition n'est pas d'abord une disposition qui va permettre à Nicolas Sarkozy, pour le cas où il gagnerait, de prendre le parti comme il souhaitait le prendre initialement? Alors, il y a plein de questions dans votre question. D'abord, vous partez du présupposé que Nicolas Sarkozy sera candidat à la primaire. Oui, mais ce n'est pas un présupposé, c'est une certitude. On a toujours plein de certitudes dans la vie politique. Moi, je vous dis juste mon sentiment, c'est qu'on n'est pas candidat à la primaire quand on a été président de la République, voire quand on a été Premier ministre. Autrement qu'en répondant oui à la question intime qu'on doit se poser le moment venu, est-ce que je suis en capacité, c'est sûr, d'aller à la primaire et de la gagner, et derrière de gagner l'élection présidentielle pour l'Assemblée française. Est-ce qu'on reprend un parti si on n'a pas dans l'idée d'être candidat à la présidentielle? C'est pas pareil. On peut bien sûr que... Mais je n'ai aucune naïveté. Je sais très bien que Nicolas Sarkozy, revenant à la tête de l'UMP, a dans l'idée de se représenter. Mais je vous dis, je pense, mais intimement, sincèrement, qu'il prendra ses décisions le moment venu à l'aune d'un seul critère. Est-ce qu'il se sent en capacité de gagner l'élection présidentielle et de redresser le pays après 5 ans de gestion par François Hollande? C'est ça la question qu'il répondra. Il en a l'envie, il en a de toute évidence la motivation, mais ça sera la question auquel il aura à répondre le moment venu. Après ce présupposé, cette petite précision, au fond, vous prenez quoi comme hypothèse? Qu'Alain Juppé ou Bruno Le Maire gagnent la primaire, donc deviennent notre candidat à l'élection présidentielle, et vous dites à ce moment-là... Mais il est notre candidat. Il y aura une mobilisation, je suis certain, très importante de l'électorat de la droite et du centre qui souhaite l'alternance à Hollande. Et à ce moment-là, cette légitimité-là fera que le vainqueur de la primaire, en cas d'espèce Bruno Le Maire ou Alain Juppé, bien sûr tendra la main à tout le monde, rassemblera. Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, dans votre idée, s'il a été candidat, l'aurait perdu. Écoutez, croyez-moi, j'en suis certain, il favorisera ce rassemblement, il fera tout pour aider notre candidat. Le principe de la primaire, c'est d'avoir un seul candidat au premier tour. Et c'est bien sûr d'accepter de se rassembler derrière celui qui la gagne, sinon ça n'a pas de sens. Oui, mais regardez le présupposé, quand vous dites, prenons l'hypothèse, Alain Juppé remporte la primaire.
refus que Nicolas Sarkozy reste à la tête de l'UMP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez que Nicolas Sarkozy, à la tête de l'UMP, ne pourrait pas soutenir Alain Juppé avec ses tripes, avec son cœur, avec ce qu'il porte comme différence politique avec Alain Juppé. Et vous en revenez au fond, en voulant être démocrate comme nous, on souhaite l'être dans toutes nos instances, dans le choix à la présidentielle, c'est l'objet des primaires, vous en revenez à ce qui est le pire, au fond, de la décision par le haut, c'est de dire il y a un homme qui a remporté la présidentielle, il va désigner, alors que vous avez fait évoluer vos statuts, votre chef de l'UMP. Donc je crois que vous ne réglerez pas cette question du rassemblement par cette disposition un peu statutaire et vous reculerez sur l'aspect démocratie interne. Donc je ne suis pas sûr Ouais, je comprends, sur le choix. Je comprends que vous ayez un peu réfléchi à ce qui s'est passé après l'élection présidentielle chez nous, mais je ne suis pas convaincu que, ayant vécu la force de ce rassemblement entre Martine Aubry et François Hollande, alors peut-être que c'est aussi la façon de fonctionner de Martine Aubry, qui est quelqu'un qui met toujours l'intérêt général avant tout, qui n'a jamais de plan de carrière, donc qui ne réfléchit pas à la présidentielle de 2017 quand elle vient de perdre une primaire en 2011, et qui vraiment nous a entraînés, parce que nous, quand on a perdu la primaire, c'est très proche, ça fait un coup quand même, c'est assez dur, on s'était battu, on imaginait Martine Aubry présidente de la République, mais parce qu'elle, en tant que leader, elle nous a tous entraînés derrière François Hollande, je crois que cette force de rassemblement était là. Et puis ensuite, on a été très concrètement, il y avait des comités de campagne, et on était tous là, les Aubristes, les Hollandais, etc. Non mais, je ne fais pas procès de présupposé, je vous dis juste, nous, au fond, l'analyse, on a voulu faire quelque chose d'efficace. Je ne dis pas que cette disposition statutaire réglera le rassemblement et l'unité. Je veux dire, ce n'est pas un texte qui fait ça, c'est la volonté réelle des hommes. Et je vous le redis, j'en suis persuadé, à gauche comme à droite pour le coup, c'est toujours celui qui a gagné, qui est fort, qui doit tendre la main aux autres. Le rassemblement, c'est celui qui a gagné qui doit l'opérer. Et donc, d'abord dans le statut, première chose. Deuxième chose, dans le statut, il n'y a pas marqué que c'est celui qui a gagné qui désigne. Il y a marqué qui propose au bureau politique une gouvernance. Voilà. Et donc c'est à lui rapidement de fabriquer les conditions de ce rassemblement. Enfin, troisièmement, moi je ne pars pas d'un présupposé que quelqu'un, Nicolas Sarkozy dans le cas d'espèce, qui aurait perdu la primaire, oui on fait de la politique fiction, parce qu'il resterait président de l'UMP, ne jouerait pas le jeu. Je trouve que voilà, il faut être cohérent, c'est nouveau pour nous, il faut que l'UMP soit tout entière mobilisée derrière notre candidat à la présidentielle, et donc par nature, l'organisation du parti politique dans la période primaire présidentielle, c'est à celui qui l'aura gagné de la mettre en place dans une logique de rassemblement. Alors, vous le disiez, c'est nouveau pour vous, c'est ce que disait d'ailleurs Jean-François Copé pendant la primaire pour les municipales de Paris, où il disait finalement, il y a des cafouillages parce qu'on apprend la démocratie, ce qui en soi un constat un peu étonnant. Interne. Interne. Je ne suis pas sûre qu'il avait ajouté interne, mais bon. En tout cas, vous voulez attirer, c'est un peu le but, le maximum de personnes. Et c'est-à-dire, dans un sens, que des sympathisants de droite, de centre, ou qui se reconnaissent en tout cas dans vos valeurs, viennent voter. Partant de là, qu'est-ce que vous faites des militants qui n'ont jamais été, certes, très présents? À l'UMP, il y a plus des adhérents que des militants. Il n'y a pas un travail... Il y a des militants, mais on est moins dans un travail... bon, bref. Et d'ailleurs, preuve en est, dans vos statuts, vous leur redonnez plus de place dans ceux que vous êtes en train de voter. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez rassemblé 2 millions, 3 millions de personnes, donc bien au-delà des militants, à la primaire? Qu'est-ce que vous faites de vos propres militants? Comment vous leur expliquez ça? Quelle place vous leur donnez? J'allais vous dire, c'est une bonne question. C'est vrai que et puis la question, elle vaudra pour le Parti socialiste. Après, on parlera, vous l'avez dit, de nos institutions de la Ve République, comment la primaire, après la mise en œuvre du quinquennat, change nos institutions. C'est vrai aussi que la mise en œuvre de primaire change la manière de militer pour les partis politiques. Le rôle du militant devient par nature différent à partir du moment où on s'engage dans un processus de primaire, c'est-à-dire qu'on fait sélectionner notre champion à une élection majeure, la présidentielle dans ce cas-là, par le corps électoral au fond, plus que par les simples adhérents. De deux manières. La première, le militant de l'UMP, il aura la capacité d'être un parrain. Nous, on n'a pas tout à fait les mêmes règles que celles qui avaient été mises en œuvre par la gauche. Je les trouve, moi, plus restrictives. Je pense que c'est plus difficile d'être candidat à la primaire de la droite. C'est moins facile d'accès. Il n'y aura pas autant de monde que ça, je pense. De 250 élus, 20 parlementaires, 2500 adhérents, c'est pas rien. Et donc, ça ne sera pas un système... Le système n'a pas été organisé pour que
des gens qui ont envie, vous voyez, de se mettre en avant pour essayer de porter une petite ligne et quitte à faire 4 ou 5%, puissent être facilement là. Notre système, il a été organisé pour trancher dans le champ des grandes familles de possibles. Et on voit bien aujourd'hui déjà comment ça commence à se dessiner. Le militant, donc, il est associé. Il va pouvoir parrainer. Il a donc le pouvoir de permettre à une personnalité qui incarne un courant, qui incarne des valeurs en particulier au sein de notre famille politique, d'accéder à cette primaire. Puis deuxièmement, le militant, il est là aussi là derrière, bien sûr, pour aider notre candidat à l'élection présidentielle. Donc vous voyez, ça ne va pas changer grand-chose. Il va participer à la production d'idées au sein du parti, parce que nous aussi, bien sûr, c'est l'objectif qu'a Nicolas Sarkozy. Le parti ne va pas attendre que chaque candidat produise sa matière intellectuelle, son projet pour le pays. Il y a un tronc commun qui est très fort. Il va être mobilisé pour sélectionner les candidats, parce qu'il est parrain pour la primaire. Et enfin, il sera mobilisé considérablement pour l'élection présidentielle d'une manière assez traditionnelle. Sur cette question du rôle du militant, votre analyse, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre? Il n'y a vraiment pas de changement profond dans ce qu'était la fonction habituelle du militant, désormais que le champion du parti en question est désigné par un corps électoral et non plus par un corps de militants? Ah si, il y a un changement très fort. Donc qu'est-ce qui leur reste? Attendez, c'est qu'il est dépossédé oui. d'un choix important qui est celui de choisir son candidat à l'élection présidentielle. Mais nous, on l'a, et ça a été perçu comme ça, c'est une des raisons du beau succès de nos primaires, on l'a montré comme un geste de générosité. Parce que les électeurs nous disaient bah, c'est bien, mais on a le choix entre Monsieur Trucmuche et Monsieur Trucbidule à gauche et Monsieur Trucbidule à droite. Et en réalité, le choix, il est fait avant, entre vous. Et donc, il y avait quand même cette demande très forte qui est de dire on veut participer au vrai choix qui se situera d'ailleurs plutôt dans les primaires que dans l'élection elle-même où on choisit un peu par défaut. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui reste du coup? Voilà, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est essentiel, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, notre émission. C'est le projet, c'est les idées, c'est le socle commun aux militants. Parce que si vous n'avez pas ça, et nous, on a réussi à avoir l'unanimité de tous nos candidats potentiels et de tous les grands dirigeants du Parti socialiste et de tous nos militants. Projet socialiste voté à l'unanimité, c'était jamais arrivé. Et ça, c'est essentiel. C'est de dire qu'est-ce qu'on va faire si on remporte l'élection présidentielle. Et c'est vraiment peut-être l'étape la plus importante. Vous vous souvenez, quand Martine Aubry est arrivée à la tête du Parti socialiste, Arnaud Montebourg voulait tout de suite partir dans les primaires. Et Martine lui a dit, on va faire les primaires. Elle avait dit la rénovation du parti de A à Z, ou plutôt de C à P comme primaire. Donc elle l'a annoncé dès le début de son mandat, mais elle a dit, moi je veux avant qu'on fasse le projet socialiste. Donc vous savez, il reste le plus beau pour un militant, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va porter, quel socialisme on porte, qu'est-ce qui nous rassemble. Est-ce que vous avez la sensation que le projet que les militants ont voté cette année-là est celui qui est appliqué aujourd'hui par le gouvernement? Ça, c'est une autre question. Et c'est une question qui renvoie à une question que je voudrais poser à Thierry Solaire. Oui, bien sûr. Vous le posez la seule vraie question qui le met en contradiction. Il dit c'est une vraie question, mais d'ailleurs je vais poser une question. Répondez, Jean-Marc Germain. Non, parce que je vais y répondre et après. Vous aurez à nous dire votre avis si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout avait si bien commencé ». Oui, on a parlé je me fais ma publicité. Et j'ai un chapitre où je raconte le lendemain des primaires. Et je dis, c'était un secret de Polichinelle, que Jean-Marc Ayrault allait être le premier ministre de François Hollande. Il s'était mis d'accord 1 an et demi plus tôt. Et Jean-Marc Ayrault est un homme de très grande qualité que j'apprécie beaucoup. Donc je ne parle pas des personnes, je parle des principes démocratiques et de la conséquence de la primaire. Mais je dis par contre ce qui est un mystère politique, c'est pourquoi Martine Aubry n'a pas été Première ministre. Parce qu'elle était la chef de l'opposition. Or, le Premier ministre dans la Ve République, en tout cas tel qu'on la souhaite, c'est le chef de la majorité qui détermine et conduit la politique de la nation. Il ne la conduit pas simplement, il la détermine, la politique de la nation, il est responsable devant le Parlement. Donc elle avait été la chef de l'opposition, elle devait devenir la chef de la majorité. Elle avait porté le projet socialiste qu'on retrouvait dans les 60 engagements, parce que là, pour le coup, François Hollande a repris les grands axes forts du projet socialiste, et donc elle aurait été la mieux à même de le mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça que je vous retourne cette question-là, c'est est-ce que le candidat arrivé en deuxième position, ayant fait un score comme aurait pu faire Martine Aubry, ou celui, Nicolas Sarkozy en l'occurrence, qui gère le parti, n'a pas vocation à devenir, s'il n'est pas président de la République, le Premier ministre après les élections. Je crois que cette question, elle est importante et elle répond aussi à celle que vous me posez. Est-ce que le projet socialiste était entièrement mis en œuvre? La réponse est non.
D'ailleurs, notre congrès, je crois que vous allez avoir une émission aussi sur ce thème, c'est aussi pour qu'on aille jusqu'au bout des 60 engagements de François Hollande, et pour l'instant, on n'y est pas, donc il y a du travail à faire. On reprend au fond, à mi-mandat, cette question des primaires et comment on la termine pour réussir le quinquennat, mais je crois que cette question-là, penser à l'après-présidentiel et à l'impact qu'ont les primaires sur l'après-présidentiel est vraiment très importante pour la réussite d'un quinquennat. C'est très intéressant de débattre avec vous, Jean-Marc Germain, parce que je ressens bien qu'on a de grandes différences culturelles. Et c'est pas parce que la droite et le centre se convertit à ce mécanisme des primaires qu'on a la même appréciation. Par exemple, moi, je considère foncièrement, alors Nicolas Sarkozy l'avait dit peut-être d'une manière brutale à l'époque, son Premier ministre et son collaborateur, que le quinquennat, au fond, même si on n'a pas changé les institutions de la Ve République, a considérablement changé les choses. Le chef de la majorité, c'est le président de la République. C'est ça la vérité. Il a été élu, il entraîne derrière lui une majorité pour 5 ans. Et le Premier ministre, il est nommé par le président, il ne tire sa légitimité que du président de la République. D'ailleurs, à tel point, regardez aujourd'hui, c'est Manuel Valls, il avait fait combien à votre primaire ? 5%. Donc vous voyez, comment pouvez-vous parler, comment on peut faire croire aujourd'hui aux Français que le chef de la majorité est celui qui a recueilli 5%, voilà, le chef de la majorité, qui a été porté par le peuple de gauche, c'est le vainqueur de la primaire, c'est lui derrière qu'entraîne une majorité législative, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne crois plus à la dissolution dans nos institutions. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça, si je vais au bout et je suis sincère, qu'au fond, ce que j'attendrais moi de François Hollande, moi qui suis de droite, au-delà de la droite et de la gauche, c'est qu'il ne pense pas à sa réélection. Tous les présidents de la République sont battus dans notre pays s'il n'y a pas cohabitation. Et donc la seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'essayer de faire le mieux possible pour notre pays et de tenir les engagements qu'ils ont pris. Pas de pensée politique, réélection. Je veux dire, ça ne marche jamais. Sauf quand il y a cohabitation, et il n'y en a plus. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un porté par le peuple de gauche, qui derrière entraîne une majorité parlementaire avec lui, qui est la même que la sienne. Les gens qui ont voté pour François Hollande, ensuite, qu'ils soient à Boulogne, chez vous, ailleurs dans les Hauts-de-Seine, qu'ils soient dans le nord de la France, ou dans le sud, ou dans le centre, s'ils ont voté pour une majorité socialiste, c'est au lendemain pour donner une majorité à François Hollande. Il en est le chef. Donc, c'est d'ailleurs pour ça, pour revenir à la question d'avant, qu'on a, nous, mis en œuvre le fait que celui qui gagne la primaire, c'est à lui de définir comment marche le parti, c'est à lui de faire le rassemblement. Et donc je ne crois pas du tout, ce sera bien sûr, si notre candidat est désigné, et ce que je l'espère, est président de la République dans la foulée, ça sera à lui de définir qui il nomme comme Premier ministre. Mais le Premier ministre, pour moi, aujourd'hui, dans nos institutions, c'est surtout l'animateur de la politique gouvernementale, plus que le chef de la majorité qui répond devant les Français. Mais moi, je vais vous dire, parler de la conception de la Ve République, et elle est très liée à ce débat sur les... Parce que là, on est vraiment dans la conception de la Ve République. Moi je défends, au fond, une application à la lettre des institutions de la Ve République, qui n'est pas la pratique, parce qu'il y a l'imaginaire du général de Gaulle, peut-être aussi de Napoléon, il faut un chef de l'État qui décide de tout, et puis s'il ne fait pas ça, on dirait qu'il est faible, entre guillemets. Et donc, qui dit, je le disais tout à l'heure, mais je le rappelle, le président de la République, il est garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, du respect des traités internationaux. Le Premier ministre doit déterminer et conduire la politique de la nation. Pourquoi c'est important que le Premier ministre fasse ça? Parce que si c'est le président de la République qui fait ça, alors le Parlement s'efface. C'est pour ça, moi, vous disiez, j'étais un député frondeur, moi j'ai l'impression de faire mon travail. Mais si un député de la majorité vote toujours ce que lui demande le président de la République ou le chef de son parti, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat au Parlement. Et donc moi, je suis très attaché à ce couple Premier ministre-Parlement, parce que sinon, le Parlement ne se prononce pas vraiment, et les Français, ils ont l'impression d'être dépossédés de leur pouvoir entre des élections qui doit être représentée par les parlementaires. Donc cette question, elle est importante. Moi, j'en tire des conséquences institutionnelles. Puisque la lettre de nos institutions dit ça, et que ce n'est pas la pratique ni à gauche ni à droite des présidents de la République, il faut supprimer le droit de dissolution. Il faut supprimer la possibilité, sauf peut-être une fois par quinquennat, de passer en force avec ce qu'on appelle ces articles 49.3 ou autres procédures de règlement, et avoir une vraie force parlementaire, parce que c'est comme ça qu'on garantira que les textes, des projets des partis, les candidats choisis lors de processus de primaire seront respectés, je vous assure, et vous verrez, enfin j'espère que vous ne verrez pas parce qu'on sera réélu en 2017, bien sûr, oui. Si vous avez l'occasion de vivre ça, vous verrez que c'est à travers les parlementaires. Bien sûr, en prenant l'intérêt général, les choses peuvent bouger par rapport à ce qu'on a conçu 3 ans avant. Mais je ne suis pas loin d'être d'accord avec l'essentiel de ce que vient de dire Jean-Marc Germain.
Mais voyez la vérité en face, Jean-Marc Germain. À partir du moment où on a fait ce quinquennat, la vérité, d'abord, deux choses. Un, convenez qu'on est dans le pays démocratique au monde où le président de la République a le plus de pouvoir. En France, le président de la République, il concentre tous les pouvoirs. Et le quinquennat a fini par lui donner le dernier qui lui manquait. Il est devenu même le patron de la majorité, et donc il a pris le job de Premier ministre. Au fond, c'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'Emmanuel Valls aujourd'hui pour François Hollande? Son porte-parole. Son collaborateur. Mais pardon, c'est brutalement dit, mais c'est la vérité. Il a fait 5% à la primaire de la gauche. La seule légitimité qu'a Jean-Marc Ayrault, qu'a Jean-Marc Ayrault avant et aujourd'hui Manuel Valls, qui n'a pas plus de légitimité démocratique que Jean-Marc Germain. Manuel Valls, il est député d'Évry, Jean-Marc Germain, il est député des Hauts-de-Seine. Il se trouve que Manuel Valls, par son tempérament, par son parcours personnel, par le fait qu'il avait été candidat à la primaire, par le fait qu'il incarne aussi une partie plus à droite au sein de la gauche, a été, après les 2 premières années, choisi par François Hollande pour incarner son porte-parole. Mais c'est tout, c'est pas plus que ça. Et donc, moi je suis d'accord avec beaucoup de choses avec vous. C'est l'effet quinquennat pour vous. C'est l'effet quinquennat, évidemment. C'est l'effet puissance, rôle du président de la République dans les institutions, renforcé par le fait qu'avec le quinquennat, donc le même calendrier pour les deux, le patron de la majorité maintenant, c'est le président. Et donc là où je suis d'accord avec Jean-Marc Germain, c'est qu'on a besoin dans une démocratie, quand il y a un pouvoir très fort, d'asseoir un contre-pouvoir. Et que ça ne sert à rien d'avoir un Parlement si un président élu arithmétiquement derrière une majorité parlementaire, dont la seule fonction est d'avaliser les décisions. À ce moment-là, c'est un temps perdu considérable. Allons droit au but. Disons, le président élu, pendant 5 ans, il a le pouvoir législatif et normatif, et il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc je suis favorable à fin du 49.3, et puis à enlever au maximum le pouvoir que peut avoir l'exécutif sur le parlementaire. Donc renforcer sa liberté. C'est notamment pour ça et que j'ai voté, moi, la loi sur le non-cumul des mandats. Je suis un des 4 à l'UMP à l'avoir voté, parce que je pense qu'à gauche comme à droite, avant, ils aimaient bien que les parlementaires cumulent. Parce que quand vous cumulez, ben, vous n'êtes pas beaucoup là. Et alors, vous êtes là pour voter les lois, mais le rôle de contrôle de l'action du gouvernement, vous ne l'exercez pas. Vous êtes en train de répondre à la question qu'on ne vous a pas posée, mais qu'on avait prévu de vous poser. C'est un peu notre job, souvent. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que les primaires, et donc pas seulement les primaires, parce que là, vous replacez les primaires dans le contexte général, notamment le quinquennat, est-ce que tout cela ne dynamite pas la Ve République? Est-ce qu'il n'est pas temps de penser à passer à une autre? Et surtout, est-ce que, parce que vous critiquez d'une certaine façon l'ultra-présidentialisation, en parlant du quinquennat, de l'inversion du calendrier électoral, est-ce que la primaire, c'est pas un verrou de plus dans ce système-là? Je ne sais pas, c'est des questions très complexes que vous posez. Hein. Quel est réellement l'effet induit de la primaire dans cette évolution lente qui fait qu'on concentre encore un peu plus tous les pouvoirs et que le Parlement, au fond, globalement, à gauche comme à droite, on attend de lui qu'il vote les lois proposées par l'exécutif. Bon. Il y a eu des avancées. Le fait qu'on partage le temps législatif entre le gouvernement et le Parlement, c'est pas mal. Ça permet quand même d'avoir des propositions qui viennent des députés en matière législative. Moi, ce que je veux, je suis comme tout le monde, je suis partagé entre deux choses. Qu'on ait des principes bien clairs, un pouvoir fort doit correspondre à un contre-pouvoir. Sinon, on n'est pas dans une démocratie. Mais aussi à une culture de l'efficacité. Moi, je vois bien que depuis 30 ou 40 ans, il y a une forme d'inertie publique formidable, on a du mal à faire avancer les choses. Donc, quand un président est élu, à gauche comme à droite, ce qu'il faudrait pour le pays, c'est qu'il puisse vraiment y aller. Mais vraiment y aller, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, que quand la situation économique change, on n'entend pas sa majorité. L'exécutif doit plus entendre sa majorité et plus entendre l'opposition aussi. Je ne le dis pas parce que je suis dans l'opposition aujourd'hui, ces choses-là, ça tourne. Moi, je pense que l'évolution, parce que c'est votre question, institutionnelle induite, au fond, par tout ce qui vient de se passer, le quinquennat, la désacralisation aussi de la fonction, qui rend l'acceptabilité par les Français difficile, de plus en plus, de moins en moins évidente, fait qu'on doit vraiment renforcer les pouvoirs du Parlement. C'est un mot un peu tarte à la crème, on a l'impression qu'on parle de ça tout le temps, mais c'est la vérité. Regardez, en ce moment, on en parle du projet de loi sur le renseignement. Est-ce que vous voulez que je vous dise que je suis contre doter nos services de renseignement de moyens efficaces pour lutter contre le terrorisme? Bien sûr que non. Et il n'y a pas de politique gauche-droite dans cette affaire. Est-ce que par contre, au-delà simplement du débat purement intellectuel, liberté individuelle versus efficacité, il faut avaliser ce qui est en train d'être fait là? Écoutez, ça me pose un vrai sujet, quoi. On est en train de donner tout pouvoir au Premier ministre, de mettre qui il veut sur un coup, de faire ce qu'il veut, sans le contrôle de personne, ni des juges, ni des parlementaires. Bah, écoutez, dans ces sujets-là, on devrait faire que le Parlement, il y ait un vrai contrôle des services de renseignement par le Parlement.
pas la mascarade du moment où il y a une délégation avec 2 députés, un de gauche, un de droite, qui boivent un thé régulièrement avec des gens qui considèrent comme agents secrets et puis qui ne savent rien. Un contrôle démocratique réel. Donc, moi, je pense qu'il y aura une évolution institutionnelle à faire, que le cumul des mandats, à la fin du cumul des mandats, va dans le bon sens, parce que les parlementaires seront plus là pour contrôler l'action du gouvernement, mais qu'on renforce les pouvoirs du Parlement pour faire ce job de contre-pouvoir, pas pour couper les cheveux en 28, pour que le pays soit encore un peu plus lent, un peu plus inefficace, voilà, juste pour que voilà, les choses soient bien faites. Jean-Marc Germain. Moi, je pense que la primaire, c'est une conséquence de la présidentialisation et du régime présidentiel renforcé, vous avez raison, par l'inversion, l'élection du président de la République avant celle des députés et le quinquennat. En revanche, je pense aussi qu'il faut modifier pour parlementariser davantage nos institutions. Quand je vous ai parlé du projet socialiste qui était essentiel, qui devait avoir lieu avant la primaire, c'est un lien intime avec ça. Parce que le projet d'un parti politique, c'est ce qui doit servir de référence, non pas pour obéir à son parti, mais pour être fidèle à ses électeurs et à ce qu'on a pensé quand on est dans l'opposition, des parlementaires. Ça ne s'impose pas à un président de la République ou un Premier ministre, je ne demande pas ça. En revanche, ça doit être le cœur de l'action des parlementaires. Donc ce lien, il est essentiel. Après, d'un point de vue institutionnel, il faut effectivement évoluer si on veut que le Parlement puisse prendre de la place. Et moi, ça me paraît fondamental. Vous savez, quand je suis devenu député, dit frondeur par les médias, les gens dans ma circonscription venaient me voir, m'attrapaient par le bras et me disaient « Ah, vous êtes frondeur, je vous ai vu à la télé, etc. » Et après, ils me disaient « Merci ». Même quand ils n'étaient pas d'accord avec moi, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un député qui se bat pour nous, y compris qui est prêt à être sanctionné par son parti politique. Donc, y compris d'un point de vue, à la fois parce que le Parlement fait un bon travail, hein, quand on travaille dans les commissions, c'est d'extrême qualité, sauf que les exécutifs n'en tiennent peu compte. Et aussi par respect, par devoir, pour renouer ce lien et cette distance qui existe maintenant entre les Français et les élus, ça me semble essentiel. Donc, suppression du droit de dissolution, pas de possibilité d'utiliser le 49.3. Au fond, ce qu'il devrait y avoir, c'est de dire, pour les questions éminemment régaliennes, je pense aux affaires étrangères, je pense à la défense nationale, à la lutte contre le terrorisme, que le président de la République puisse avoir le dernier mot. Après tout, les services secrets ils savent des choses qu'on ne peut pas savoir, nous, en tant que parlementaires, sinon on mettrait en danger la sécurité du territoire. Mais qu'en revanche, sur quelque chose comme le travail du dimanche, par exemple, ce ne soit pas le Parlement qui ait le dernier mot sur savoir s'il faut travailler 5 ou 7 dimanches, s'il faut généraliser les zones de tourisme international, ça me paraît complètement, je veux dire, pas démocratique. Que ce ne soit pas nous qui, in fine, décidions. Et moi, ce que je défends, on avait appelé ça le temps du Parlement est venu, c'est que sur toutes ces questions de politique économique, de politique sociale, de politique intérieure sociétale, au fond, le rôle d'un Premier ministre, ce soit de trouver une majorité de députés, c'est-à-dire 288 plus 1. Et non pas essayer d'imposer ça et de dire que si vous ne nous suivez pas, on fait une dissolution de l'Assemblée nationale, on fait un 49.3. Et ça, c'est essentiel. Et tout est lié, parce qu'une fois qu'on aura, au fond, parlementarisé notre régime sans perdre de la force qu'il a, c'est qu'on a une capacité à décider plus forte que, vous le disiez tout à l'heure, aux États-Unis, par exemple, plus forte que partout dans le monde, qu'on garde cette stabilité du régime, cette capacité de prendre des décisions fortes, tout en écoutant mieux à travers notamment les parlementaires et la démocratie participative, les citoyens, ça me paraît fondamental et sera, une fois qu'on aura décidé des changements institutionnels, une répercussion sur la façon de fonctionner nos primaires, parce qu'on l'a bien vu à travers les propos de Thierry Solère, d'ailleurs, qui sont totalement assumés, les primaires de l'UMP, ça va être un choix de dirigeants, de leaders, et ça ne va pas être un choix de programme politique, ni d'orientation politique, ni de validation par les Français. Ah, c'est quand même. Je voudrais juste vous poser une question qui nous a animés. On arrive qui va être très au bout de notre débat. Alors, question courte chez et vous, réponse courte. Nous, on a fait des primaires qu'on avait conçues pour faire avec tous les partis politiques de la gauche. On a eu notamment le PRG, et donc on a co-organisé nos primaires. La question qui se pose et que je n'ai pas vue dans votre statut, parce que ça me semble très centré sur l'UMP, c'est comment vous feriez, est-ce que vous avez laissé ouvert la possibilité de faire des primaires communes
avec l'UDI. Et à ce moment-là, j'ai entendu les dirigeants de l'UDI qui disent ils ont fait leurs règles sans nous, alors que nous, on les avait fait en commun avec tous les partis qui s'étaient déclarés volontaires. On a vraiment veillé à ne pas créer des règles hégémoniques. Au contraire, l'organisation qui est la nôtre, qu'on propose, c'est une organisation les bras ouverts. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on n'a pas dit voilà les règles d'accès d'un député UDI qui voudrait être candidat à la primaire. C'est à l'UDI, si elle veut venir dans la primaire, de définir les conditions d'accès. Je sais que vous avez fait comme ça pour le Parti radical de gauche, notamment. Deuxième chose, il y a un arbitre de la primaire, une haute autorité avec des gens extérieurs, bien sûr, aux formations politiques, aux magistrats, des grands profs de droit. On ne les a pas nommés. On attend de voir si l'UDI veut venir rapidement dans le dispositif pour trouver un terrain d'entente. Troisièmement, les règles qu'on a arrêtées là, elles sont bien sûr évolutives. Mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. C'est dans 18 mois l'élection présidentielle. Moi, quand j'entends certains responsables de l'UDI qui disent qu'ils prendront leur décision au printemps 2016, si c'est ça, il n'y aura pas de primaire. Donc il fallait bien qu'on règle cette contradiction apparente. On s'engage, nous, qui est quand même la formation politique majoritaire au sein de l'opposition, dans ce mécanisme-là. C'est ouvert à ce que d'autres formations politiques de la droite ou du centre viennent la rejoindre. UDI, parce que le MoDem, c'est plus compliqué. Même le MoDem, dans l'organisation qui est prévue, rien n'empêcherait le MoDem, François Bayrou, s'il se reconnaît dans les valeurs d'opposition au gouvernement. À part Nicolas Sarkozy, rien ne l'empêcherait. Non. À venir travailler avec nous. Il faut bien sûr qu'on en soit d'accord. Mais vous savez, moi je suis persuadé que les électeurs du MoDem, massivement, ils vont venir voter à la primaire. Je sais que beaucoup d'élus locaux du MoDem travaillent dans des majorités, dans des mairies, des départements et des régions avec nous. Après, il y a François Bayrou, ce sera à lui de le dire. Mais rien ne l'interdit. Votre pronostic? Vous savez, je m'évite les pronostics. J'essaie juste de créer les conditions du fait qu'on s'évite les grands écueils, qu'on soit transparent et qu'on soit ouvert au rassemblement des différentes formations politiques. Et voilà, en ce sens, je trouve ça plutôt pas. Avant de terminer, une dernière question d'Hélène Salvi pour vous, oui, Jean-Marc Germain. Pour vous. En fait, toute cette question des primaires, de la primaire, des primaires, ça remet effectivement en question la Ve République, la figure, même si c'était moins le cas à gauche, de l'homme providentiel, en tout cas du patron. Est-ce que, de la même façon que Nicolas Sarkozy à droite n'était pas si évident que ça, donc on a créé une primaire, est-ce qu'à gauche, un président sortant, en l'occurrence François Hollande, est évident, ou est-ce qu'il ne faudrait pas aussi recréer une primaire pour 2017? C'est une question un peu théorique, qui se pose vraiment. J'entendais que Arnaud Montebourg, par exemple, réfléchissait à savoir s'il allait être candidat ou pas, mais en réalité, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Soit le président de la République a réussi, et à ce moment-là, en réalité, il n'a pas de concurrent face à lui, et soit il a raté, et à ce moment-là, les perspectives de gagner l'élection présidentielle sont réduites à peau de chagrin. Non, on sera dans le premier cas. Vous verrez, en tout cas, moi, je me bats pour ça. Vous voulez dire que c'est même pas la peine que quelqu'un d'autre se présente parce que c'est perdu d'avance? Non, oui, enfin, il y aura quelqu'un qui se présentera, puisque le président de la République, il a été très clair. Il a dit, si moi, je n'ai pas les résultats sur les questions qui m'importent, sur lesquelles je me suis engagé auprès des Français, je ne serai pas candidat. Enfin, quel sens ça aura de dire j'ai échoué, donc réalisez-moi. Et là, ce que vous voulez dire, c'est que s'il a été très clair, donc la démarche, c'est soit il a réussi, et au fond, tout ce qu'on fait au Congrès avec Martine Aubry, c'est pour que François Hollande puisse réussir. Bien sûr, pour les Français, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la vie change des Français, qu'elle s'améliore, que la France se redresse. Et à ce moment-là, il sera, comme tout le monde l'a dit, j'entendais Christian Paul, par exemple, lundi, dire qu'il serait le candidat, dans ce cas-là, naturel de la gauche. Soit ce n'est pas le cas, et en réalité, cette question... mais pas déterminante pour la suite. Ce que sous-entend ce que vous venez de dire, c'est que si François Hollande pensait que finalement il n'était pas en mesure de gagner l'élection, à savoir qu'il n'avait pas rempli son contrat, ce serait perdu pour tout le monde, ce serait même pas la peine d'y aller, quoi. Bien sûr, bien sûr, dans une démocratie, on y va. Mais pour la gloire, quoi. Enfin, ou pour la... Oui, ce que je vous dis, c'est pas un principe démocratique, c'est une réalité de dire que c'est pas Jean-Marc Germain parce qu'il a été frondeur. Les gens vont se dire, bah super, Jean-Marc Germain, lui, il n'était pas d'accord avec tout ce qu'a fait François Hollande, donc c'est notre nouveau Dieu. Bien sûr que non, les gens ils nous regardent d'abord comme ceux à qui ils ont confié les clés du pouvoir et à qui ils demandent qu'on règle les problèmes. Si Hollande coule, Jean-Marc Germain coule aussi. Oui, à droite. Bien sûr, mais c'est un principe de réalité. Par ailleurs, il y a une difficulté supplémentaire qui a fait qu'on n'a pas réglé ce problème dans nos statuts. On n'a rien dit en fait. Nous, on l'a dit. Vous l'avez dit. Non, nous, on l'a dit. C'est clairement marqué dans les nouveaux statuts que la primaire, elle a lieu quand nous n'avons pas un président sortant. Voilà. Mais c'est là-dessus où je voulais y arriver. C'est qu'en réalité,
La difficulté pour un président sortant, c'est de faire campagne. Je ne sais plus qui disait sur le ton de l'humour, mais en fait, ça pose une vraie question. Il fait quoi? Il se met entre parenthèses le fait qu'il est président de la République pendant ce temps-là, pour qu'on dise, comme on fait, on avait fait la suspension de Martine Aubry comme première secrétaire, vous avez prévu un dispositif un peu différent, mais en tout cas, on dit quoi? Il ne va pas utiliser le fait qu'il est président de la République pendant cette campagne. Et par ailleurs, tous les présidents de la République essaient d'aller jusqu'au bout de leur mandat, et donc cette décision, ils la prennent dans les 2 derniers mois. On a vu ça avec François Mitterrand, on a vu ça avec Nicolas Sarkozy. Donc c'est pour ça que cette question, elle est à la fois difficile, et elle est à la fois théorique, parce qu'en réalité, on est tous dans le même bateau, dans un camp comme dans l'autre. Bien, merci Jean-Marc Germain, merci Thierry Solaire pour ces échanges donc à propos de ce qui est devenu maintenant une institution dans les grands partis en tout cas, c'est-à-dire, et même pas seulement dans les grands partis, c'est une institution générale, c'est-à-dire la primaire ouverte pour désigner le candidat à la présidentielle. La présidentielle et peut-être même à d'autres élections. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a un effet en chaîne, la primaire, on le voit partout. Merci à vous deux, merci à Hélène Salvi qui a préparé et présenté cette émission avec moi, et puis merci à toute l'équipe de production de 5e Étage Production.